Encore une fois, bonsoir tout le monde à cette séance régulière du mois de juin, donc la dernière avant une pause de vacances du mois de juillet. Monsieur Guilbert m'a bien fait sauver tantôt. Voilà. Il y a un ordre du jour qui était rendu disponible à l'entrée, fait qu'on vous en avez pris une copie, je vous l'espère. Au point 2, donc, ça prendrait une proposition pour l'adoption de cet ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Luc, oui, effectivement, peut-être. Oui, il y a un petit ajout, tout simplement un petit ajout. Pour votre information, on va parler peut-être de la collecte du bac noir en période estivale. Simplement. Je ferai la proposition avec l'ajout, M. le Président. Avec l'ajout, donc, M. Christian Fortin, appuyé par M. J'avais vu M. Pellerin qui levé la main tantôt. L'adoption au point 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2005, tel que vous a été soumis, si vous en avez pris connaissance dans votre comité. 2025. Comment? 2025. Oui, 21 mai 2025. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, moi, il m'apparaissait conforme. S'il était conforme, je demande une proposition pour monsieur... Avec dispense de lecture? Oui, j'apprécie. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par M. Bruno. Au point 4, la gestion personnelle de M. Simon. 4.1, nous avons l'adoption d'une lettre d'entente avec le Parti syndical, le numéro 2025-01. C'est un horaire de travail particulier pour un employé. Donc, on a, après discussion, convenu, à cause de besoins particuliers de la personne, d'agencer un horaire différent de celui prévu à la convention élective. Donc, c'est autorisé le préfet à signer cette lettre d'entente-là. Si ça vous convient, ça prend quand même une résolution pour le faire, proposée par M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Pellerin. Point B, la démission de M. Marc Brassard, aménagiste. M. Brassard avait été embauché pour occuper un emploi temporaire le temps de la rédaction du schéma en aménagement. Donc, il a démissionné. Et comme il s'agissait d'un poste temporaire, pour l'instant, ce poste-là ne sera pas remplacé. On prend acte de la démission de M. Brassard. Parfait. On n'a pas besoin de résolution pour ça. Oui, nous aussi, Oui, il faut prendre acte quand même à ce moment-là. Mme France Bédard, appuyée par M. Fortin. Au point C, allons-y. On a l'embauche d'un directeur au niveau du service d'aménagement du territoire, donc suite au départ de M. Daniel Roy. Le poste a été affiché, les candidatures ont été reçues et finalement, suite à une recommandation du comité de sélection, la proposition est d'embaucher M. Sébastien Blanchet, qui occupe déjà un emploi d'aménagiste ici à la MRC. Donc, M. Blanchet occuperait dorénavant le poste de directeur du service. Ça prend aussi une résolution pour accepter ce changement-là. M. Daniel Hull, appuyé par M. Gérard Bruno. On sous-entend aussi avec cette nomination-là que le poste de M. Blanchet, le poste d'aménagiste permanent dans l'organisation, lui va être affiché et comblé ultérieurement. Parfait. Au point D, l'abolition du poste de directeur du service des transports. Effectivement, bon, on a eu des nouvelles concernant notre financement, notre principal financement, le Fonds Région Ruralité, à l'effet que des modalités vont être différentes pour la prochaine année. Alors, il y a des postes qui étaient financés par ce fonds-là qui ne pourront plus l'être, notamment des postes de directeur. Donc, ça oblige la MRC à commencer dès maintenant à regarder toute son organisation pour l'an prochain, 2026, et avec les nouvelles contraintes budgétaires. Donc, première réaction, c'est d'abolir le poste de directeur du service des transports. Je pense que c'est dans un souci d'optimisation de certaine façon, qu'on va essayer de voir comment on va fonctionner avec cette... C'est un poste qui avait été créé quand même au moment où on a fusionné l'hygiène du milieu et le service de transport collectif et adapté. Depuis ce temps-là, au niveau de l'hygiène du milieu, on a quand même des camions neufs qui sont en fonction, ce qui requiert moins d'attention, d'entretien. Il y a également le fait que la collecte est rendue une fois par mois, donc aussi beaucoup moins de fréquence de collecte et une nécessité de chauffeur. Au niveau du transport, on a une année d'expérience de plus, une année et demie d'expérience de plus avec le transport. On a fait l'acquisition d'équipements et ça roule, donc on va rationaliser ce poste-là de directeur.
Excellent. Ça prend quand même une résolution pour accepter cette modification-là de notre organigramme. M. Luc Pellerin, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Donc, ça inclut aussi la résiliation du contrat de directeur. Excellent. Au point 5, finances, matériel, équipement et bâtisses. Au point A, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des chèques ou autres sommes? Sinon, M. Fortin en fait la proposition, appuyé par Mme France Bédard. Oui. Au point B, siège au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Ce serait donc la nomination de M. Michel Giguère à titre de représentant de la MRC des Chenaux. Donc, M. Giguère a démontré qu'il y a une longue appartenance au niveau des offices municipaux d'habitation. Il a démontré de l'intérêt pour représenter la MRC des Chenaux, étant en lien avec la MRC de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Fait que si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut le déléguer. M. Bruno en fait la proposition, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. J'avais oublié de mentionner, là, de motiver l'absence de M. Luc Dostalaire, qui avait un autre engagement à l'extérieur, donc à Québec en lien avec son emploi. Et M. Gendron avait aussi un contretemps aujourd'hui, un réparateur qui devait passer chez lui, puis finalement qui a dû être un peu plus long que prévu. Au point C, entente sectorielle en environnement et développement durable, c'est la prolongation d'une année. En fait, peut-être M. Barry là-dessus. Oui, effectivement, la MRC des Chenaux, on est partenaire à l'entente sectorielle en environnement et développement durable. Et puis, il restait des sommes non utilisées. Et donc, ce qui est proposé par l'ensemble des partenaires de la MRC qui font partie de l'entente, c'est de prolonger d'une année. Donc, ça nous permettra d'utiliser ces sommes-là pour, entre autres, des projets municipaux, etc. Mais ça ne demande pas une contribution financière supplémentaire de la MRC. On fait juste prolonger d'une année l'entente en tant que telle. Fait que voilà, toujours par voie de résolution pour confirmer notre participation. Quelqu'un, M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Pellerin. Au point D, l'octroi du contrat 2025-2028 pour l'entretien ménager. Donc, il y a eu une vérification, une demande de prix qui a été faite à la personne qui est Mme Patricia Cossette, qui fait le ménage avec beaucoup, en tout cas, elle fait du très bon travail à un prix qui a bien du sens. Il y a donc un montant là, pour 3 années, un prix avant taxe de 20 100, 20 600 et 21 100 pour un total de 61 800 pour les 3 années. Fait que, si ça vous convient, je pense qu'on est très satisfait du travail. M. Christian Fortin a fait la proposition, appuyé par Mme France Bédard. Au point E, non-renouvellement de l'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès relatif au transport adapté. On avait une entente par laquelle on desservait les gens au niveau du transport adapté et collectif, adapté seulement. Adapté seulement avec la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Ça date de l'ancienne MRC de Francheville dans le temps. La municipalité de Saint-Étienne était toujours... puis ça occasionnait plus de problèmes en termes de logistique que d'aller chercher des fois des personnes, une seule personne ou 2 personnes en transport adapté pour l'emmener. Fait qu'on a décidé, je pense qu'on va faire des économies importantes en ne renouvelant pas nécessairement là, cette entente-là. Ils ont été avisés, donc les gens de Notre-Dame de Saint-Étienne-des-Grès ont été avisés qu'on voulait mettre fin à cette entente-là, mais ils vont se retourner vers la MRC de Masquinongé qui offre déjà le service de transport adapté collectif. Je pense que ça lui laisse le temps de pouvoir poser les gestes et rétablir les circuits pour répondre aux besoins de la population. Mais ça prend quand même une résolution pour confirmer le non-renouvellement à cette entente-là. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au niveau du service des transports, acquisition.f, acquisition d'une fourgonnette de transport 15 passagers. Encore une fois, dans un souci d'optimisation, on regarde, parce que pour éviter d'avoir des bris de service, étant donné que les contrats qu'on a, notamment avec le CIUS, on a besoin d'une fourgonnette de transport 15 passagers. C'est une soumission qui a été reçue de la part de l'entreprise La Parade Ford. Donc, on parle d'un montant de 79 399 $ avant les taxes applicables. Fait que si ça vous convient, on passe à la résolution pour pouvoir procéder à cet achat-là. Donc, M. Hugo-Pierre Bellemare en fait la proposition, appuyé par M. Christian Fortin. Au point G, entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027. C'est une entente qu'on a avec le Tourisme Mauricie pour le partenariat régional, la transformation numérique des entreprises touristiques.
En fait, c'est un montant de à peu près 5 000 qu'on donne. 5 250. 5 250 par année qu'on donne à Tourisme Mauricie, mais qui nous revient sous forme de subvention. Le ministère du Tourisme contribue aussi. On retire beaucoup plus que ce qu'on met à l'intérieur de cette enveloppe-là. Ça prendrait quand même une proposition pour renouveler auprès de Tourisme Mauricie. M. Luc Pellerin, M. Gérard Bruno. Au point H, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-153 concernant une dépense et un emprunt de 200 000 pour l'achat d'un minibus adapté. Encore une fois, je pense que c'est dans un but d'offrir le meilleur service possible au niveau du transport. Les besoins sont là. Puis on veut s'assurer qu'on a toujours des véhicules, surtout les véhicules de transport adaptés, qu'on est capable de vraiment offrir le service à des populations qui sont vulnérables. Fait que dans ce sens-là, on irait de l'avant. En tout cas, je pense que ça correspondrait à un plan de développement du transport, puis d'augmenter un peu la fréquence, puis la fiabilité du service qu'on est en mesure d'offrir au niveau du transport. Donc, quelqu'un qui donnerait avis de motion là-dessus pour le projet de règlement, donc M. Gérard Bruno. Et au point I, adoption des états financiers 2024 de l'Office régional d'habitation de la MRC des Chenaux qui nous ont été soumis. Ça prend quand même une résolution de la part de chacune des territoires de la MRC pour adopter. Donc, M. Christian Fortin en fait la proposition, appuyée par M. Guy Simon. Il y a des retours aux municipalités également. Oh, oui, tout à fait, effectivement. Donc, oui, dans certaines municipalités. Dans certaines municipalités. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont encore des petites factures à payer aussi, là, en fonction des travaux qui ont été réalisés, tout simplement. Au point 6, en aménagement et développement du territoire, là, on a la réglementation des territoires contigus de la MRC de Bécancour, de la MRC de Mérignac. Et au point C, résolution d'intention de la MRC des Chenaux afin d'entreprendre le processus de révision de son schéma d'aménagement et de développement, le schéma en tant que tel. Fait qu'on doit, une formalité administrative, parce qu'on a entrepris vraiment avec le comité d'aménagement du territoire la révision, mais on doit confirmer une résolution d'intention. Je ne sais pas exactement ce que ça donne de plus d'avoir cette résolution-là, mais une demande administrative, fait qu'on va se prêter de bonne grâce à cette demande-là de la part du ministère de la Santé. Ça prend quand même. J'en fais la proposition. M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Pellerin. Au point 7, rapport du directeur général. S'il y a des questions sur le rapport du directeur général, sinon rien à signaler. Représentant d'Enercycle, est-ce que M. Simon, vous avez des éléments de nouveauté à présenter? Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. On verra ce moment. Notre réunion est comme vendredi. C'est souvent ce qui arrive avec Énercycle, finalement. Comité culturel, M. Fortin? Oui, on a eu une rencontre la semaine passée, on a parlé du projet d'acquisition d'œuvres d'art. On avait eu presque pas de proposition l'année passée. Fait que ce qui est recommandé, ça va être fait aux 2 ans. On mettait 1 000 par année dans l'acquisition d'œuvres d'art. Fait qu'on va mettre un 2 000 sur 2 ans. Fait que je pense que ça va être, c'est sûr qu'avec l'augmentation des coûts depuis quelques années, fait que ça va être une nouvelle formule qu'on va mettre en place là, prochainement. Également, il y a l'inventaire du patrimoine bâti qui est débuté. C'est M. Chartier qui a été mandaté lors d'une séance ultérieure. Fait que M. Chartier, il y a eu des publications aussi dans les médias sociaux sur le site web, parce que les gens demandaient si tu l'as fait. M. Chartier est vraiment mandaté par la MRC pour faire son travail. Voilà. Également, dans les appels de projet de bibliothèque, ça va être lancé également dans les prochaines semaines. Circuit des murales, il y a un appel de candidature pour la murale de Saint-Stanislas. Je pense que c'est jusqu'au 20 jours, c'est prochainement. Je pense que ça va être à suivre. On fait des appels de candidature auprès des artistes pour pouvoir avoir des propositions. Voilà. Il va y avoir 2 spectacles aussi, dont les billets sont déjà en vente. Stéphane Fallu le 10 octobre prochain et les 2 frères le 21 novembre à la salle Denis Dupont. Fait que c'est une belle occasion d'aller faire une belle activité, un beau spectacle à un coût très, très abordable. Fait qu'on invite la population à répondre à grand nombre à ces invitations. Je ne sais pas si ma collègue, j'oublie quelque chose. Non, ça va. Ça fait le tour. Ça conclurait, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Fortin. Au point D, le comité de développement du territoire. Donc, le 7 juin dernier, c'était la grande journée des petits entrepreneurs à Saint-Stanislas. Une trentaine de petits entrepreneurs qui étaient là. C'est extraordinaire. C'est le fun de voir ça, l'implication des parents avec les jeunes. Puis, on ressort de là avec toujours plein de gourmandises puis tout ça. C'est bien le fun de voir que
la motivation des jeunes à reprendre cette activité-là d'année en année. Il y a une visite de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour qui s'organise demain matin. Malheureusement, le groupe est complet. Il y avait 15 personnes, 15 places seulement. Mais il y a une visite, entre autres, il y a une présentation par l'ancien PDG, M. Maurice Richard. Il y a un dîner sur place à style boîte à lunch, puis ils vont revenir demain en début d'après-midi. Mais allez voir exactement, c'est ouvert là, vraiment aux entreprises. C'est surtout, je pense, des entrepreneurs qui vont participer à cette visite-là, voir ce qu'il y a là. Mais on me dit aussi que c'est possible de faire cette visite-là en d'autres temps. Donc, la fin de semaine, ils s'organisent des visites en trolleybus. Il semble que ce soit très intéressant à aller visiter. Donc, si les gens, si ce lieu-là les intéresse. Le troisième point, c'est le prix Prestige 2025. En fait, c'est un rendez-vous qu'on a annuellement, qu'on donne, par lequel les municipalités, on souligne des entreprises de notre territoire qui se distinguent. Donc, ça peut être des coups de cœur, ça peut être des nouvelles entreprises, des entreprises qui ont une implication sociale. Fait qu'il y a une activité qui aura lieu le 13 novembre prochain à la salle du tricentenaire de Champlain, dans laquelle on y va par nomination. Donc, quand on voit qui ressortent, où on veut souligner des fois une relève d'entreprise ou un passage d'entreprise, bien, on va souligner ça. Après ça, voilà, je pense que ça complète pour les on va vérifier s'il n'y a pas une page. Non, c'est ça, effectivement, ça complète là-dessus. Comité des ressources humaines, est-ce qu'on avait des points supplémentaires à traiter? Je dirais tout simplement que on a eu une rencontre le 5 juin, il y a déjà des sujets qui ont été abordés au point 4. Par contre, le 5 juin aussi, on veut commencer à regarder la convention collective. Elle est échue le 31 décembre de cette année. Donc, il semblerait y avoir une volonté, autant du côté patronal que syndical, de renouveler avant la fin. Donc, on va débuter ces travaux-là. Excellent. Comité de sécurité incendie. Monsieur Gendron n'étant pas là, je dirais que notre prochaine rencontre du comité, ça a lieu la semaine prochaine, donc l'autre semaine, le 2 juillet. Et avec le fonctionnement qu'on a actuellement, c'est les chefs de municipalités qui représentent l'ensemble des opérations nous arrivent avec un compte-rendu de leur rencontre de chefs et on a eu avec nos informations de la MRC. Donc, il y a un échange là et certaines décisions qui sont acheminées par la suite à la table ici. Donc, prochaine rencontre le 2 juillet. Merveilleux. La communauté entrepreneuriale, en fait, je l'ai faite à la place de faire le comité de développement du territoire. On vous a laissé aller, M. le Préfet. Comment? Ah oui, tout à fait, c'est ça. Donc, comité de sécurité publique. Oui. Rapidement, on a eu une rencontre. Il y a eu la présentation du rapport d'activité annuel d'activité 2024-2025 qui va être présenté à l'ensemble du Conseil des maires, je pense, au mois d'octobre, je pense, c'est ça. Et il y a eu la présentation du programme de consultation citoyenne de la Sûreté du Québec qu'on va devoir rediscuter l'ensemble pour trouver une problématique qui touche l'ensemble des municipalités. Et c'est une nouvelle procédure de la Sûreté du Québec de pouvoir accompagner les MRC à trouver des solutions pour certaines problématiques. Voilà. Et notre prochaine rencontre est le 20 août prochain. Voilà. Merveilleux. Merci. Comité touristique, maintenant, je vous dirais qu'on a, je vais aller sur l'autre page, voilà, au niveau du sacré circuit qui touche les municipalités en bordure du fleuve, il y a des encarts qui ont été préparés, qui sont distribués par la MRC en même temps que la carte touristique, avec aussi les encarts du circuit qui s'appelle la Voie des bâtisseurs. Pour le bureau d'information touristique à Saint-Anne-de-la-Pérade, donc une rencontre qui est à venir le 10 juillet pour le développement du projet en accueil touristique du ministère du Tourisme. Donc, il y a une rencontre qui va se faire là. Circuit des murales, comme on l'a mentionné au niveau du comité culturel, l'appel de candidature pour l'artiste a été publié. Il y aurait une candidature reçue pour le moment. La tournée Art et Terroir qui a lieu en septembre, il y a 21 entreprises qui se sont inscrites. Donc, c'est un circuit qui peut être soit en autobus ou fait individuellement dans les entreprises agroalimentaires et culturelles de la MRC des Chenaux, de la MRC de Mekinac et de la MRC de Masquinongé. C'est quand même une belle tournée à faire ça, pour découvrir les artisans et les producteurs du territoire.
Au niveau du site Internet, on dit qu'il y a une mise à jour continuelle des événements qui ont cours dans la MRC des Chenaux. C'est un bon lieu d'information pour aller s'informer sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir dans la MRC des Chenaux à ce moment-là. Au niveau de la carte touristique, il y a la nouvelle carte qui a été reçue avec les modifications et la distribution a été amorcée dans les bureaux d'information touristique de la Mauricie, parce qu'on ne fait pas uniquement que la distribuer chez nous, mais à l'extérieur de la Mauricie pour que les gens puissent s'arrêter chez nous d'une certaine façon. Et il y a une journée découverte qui aura lieu le 23 juin prochain. Une journée découverte s'adresse simplement particulièrement au personnel qui est en accueil au niveau touristique. Donc, ils apprennent à découvrir quelles sont les nouveautés du territoire. Ils vont rencontrer, ils vont faire un circuit. En gros, je sais qu'ils vont au parc de la Rivière-Vatican voir un peu les nouveautés qu'il peut y avoir là, à la ferme récréative Casa à Saint-Stanislas. Ça, c'est les deux places que je sais qu'ils vont faire. Mais ils font une belle journée de circuit. Et il y a eu un lancement de la saison touristique cette année, le 11 juin dernier, qu'on a fait au Bureau d'information touristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Je pense que là-dessus, c'était bien intéressant de voir un peu les nouveautés d'une certaine façon qu'il y aura à voir sur le territoire. On est rendu après ça. Comme des services de transport, il n'y a pas eu de rencontre. Et puis, énergie communautaire de la Rivière-Vatican, je ne sais pas s'il y avait des choses particulières. En fait, on a tenu au début juin l'Assemblée générale. Donc, c'était notre première Assemblée générale de l'organisme de la Société énergie communautaire de la Rivière-Vatican. Ça nous a donné l'occasion de voir nos partenaires des Premières Nations et de la municipalité. C'était très bien. Donc, on est toujours en train d'expédier le dossier de financement, le plan d'affaires. Dès que ça va être prêt, on va pouvoir faire des rencontres d'information avec les citoyens, présenter ça et présenter notre recommandation, savoir est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on arrête tout ça. Mais pour l'instant, tout demeure positif. Fait que bientôt, on va pouvoir vous présenter ça. On est très optimiste. Excellent, merci. Au point 8, Fonds Région Ruralité, il n'y a pas de projet dans les enveloppes dédiées ni dans les demandes régionales. Au point C, projet signature du Parc de la Gabelle. Donc, ça prend une résolution pour la constitution et la nomination des membres du comité directeur qui s'est formé de 3 personnes. Je pense, il y aurait M. Luc Méthode, coordonnateur du service de développement économique. Il y aurait aussi M. Martin Chaput, directeur général de la municipalité de Mont-Carmel, et Mme Maude Delisle, conseillère en développement régional au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On s'appelle que le projet signature du Fonds de ruralité, c'est une enveloppe spécifique d'un montant de 1 million qui était offerte à chacune des municipalités, mais pour un projet vraiment particulier. On a espéré pendant longtemps avoir le projet d'observatoire au parc de la Rivière-Vatican, donc le centre de sciences, qui malheureusement a dû à une explosion des coûts puis d'une révision des budgets au niveau du cégep et de l'université. Malheureusement, n'a pas pu aller de l'avant. On entend qu'ils veulent peut-être revenir à la charge avec un projet plus modeste, éventuellement, mais pas à court terme. Nous, le projet, l'enveloppe signature, on ne peut pas la reporter indûment. Ce qui a été donc décidé, c'était le projet signature donc au parc La Gabelle, une belle amélioration des infrastructures, parce que c'est quand même aussi un parc régional, très fréquenté, quand même pour comme secteur là, de randonnée pédestre et tout ça. Il y a un beau développement qui est prévu par les gens de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ça prend quand même une résolution pour la constitution et la nomination des membres du comité directeur. Donc, M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par M. Gérard Bruno. En D, toujours pour le projet de signature au parc de la Gabelle, l'adoption du cadre de gestion et des règles de fonctionnement. On a aussi notre mot à dire là-dessus. Ça prend aussi une résolution. M. Daniel Hull, appuyé par M. Bruno. Au point E, l'autorisation de signer l'entente de développement territorial du Fonds Région Ruralité. On parle de celle-là du nouveau Fonds Région Ruralité qui a été reconduit là, avec une légère augmentation, mais des règles quand même différentes au niveau de ce qui peut être finançable à l'intérieur. Ça nous prend quand même une résolution. Donc, M. Christian Fortin, appuyé par Mme France Bédard. Au point F, l'adoption du rapport d'activité du Fonds Région Ruralité Volet 2 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. Donc, on vient compléter l'exercice précédent avec la dernière partie de la reddition de compte qu'on devait fournir, tout simplement. Donc, elle touche 3 mois, tout simplement, mais c'est les 3 derniers mois de l'entente en tant que telle.
Quelqu'un a fait la proposition? Oui, M. Christian Fortin, appuyé par M. Guy Simon. Et au point G, l'adoption des priorités d'intervention, toujours au Fonds Région Ruralité, pour la prochaine année. Donc, les priorités d'intervention, on a gardé à peu près les mêmes. Là. Donc, c'est de faire de la MRC des Chenaux un territoire attractif, accueillant, inclusif, assurer l'occupation dynamique de l'ensemble des territoires de la MRC des Chenaux, contribuer à la vitalité de l'écosystème économique de la MRC, favoriser la qualité de vie et le bien-être de la population, mettre à jour les planifications territoriales, favoriser le développement touristique dans le territoire, favoriser le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le territoire, préserver et améliorer la qualité de l'environnement, soutenir les projets structurants dans les municipalités ayant un indice de vitalité économique faible. Fait que ce sont les priorités qu'on doit soumettre au ministère. Fait que je pense que en fait, la nouveauté là-dedans, c'est l'indice on a une partie en fait liée au fonds de développement à la vitalité des territoires. C'est un montant de 800 000 qui serait réservé, selon nos dernières informations, à des municipalités qui ont un indice le plus bas. Donc, qui seraient les municipalités de Saint-Prosper, de Saint-Anne-de-la-Pérade et de Saint-Stanislas, qui ont des indices de défavorisation de 5. Puis peut-être que la municipalité ayant un indice de défavorisation de 4 pourrait être peut-être admissible, en tout cas, ça c'est Saint-Narcisse, donc qui serait peut-être admissible, mais au moins on sait que c'est les 3 que j'ai nommés auparavant le seraient. Fait que voilà. Fait que ça prend quand même une résolution, je pense, pour ça. Et donc, M. Hugo-Pierre Bellemare, M. Luc Pellerin, pour les priorités d'intervention. Au point 9A, donc le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique, dans lequel on nous présente le travail qui est fait par chacune des ressources qui travaillent au développement économique en soutien au niveau des entreprises, l'aide au niveau des personnes immigrantes sur le territoire, etc. C'est un dépôt. Dans point 10A, dans les appuis demandés, du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac des Chenaux, la réattribution des mégawatts initialement promis à Norvolt au projet de Test Canada dans le cadre du projet Mauricie. On a effectivement pris connaissance de la lettre que le collectif Toujours Maître chez nous a fait parvenir à la ministre Fréchette. Et on appuie cette réattribution-là. Je peux vous faire la lecture de la résolution. Donc, concernant une correspondance que le collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac des Chenaux, a fait parvenir le 10 juin 2025 à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, considérant que ladite correspondance dans la MRC des Chenaux était une copie conforme, avait pour objet de demander à la ministre de réattribuer des mégawatts initialement promis à Norvolt au projet de Test Canada dans le cadre du projet Mauricie. Considérant que la MRC des Chenaux a été informée en novembre 2023 du projet de développement d'une usine d'hydrogène vert implantée par Test Canada, laquelle comportait un important volet éolien qui serait établi sur le territoire des MRC, Mekinac et des Chenaux, considérant que depuis l'annonce de ce projet, une opposition constante s'est manifestée auprès des divers conseils municipaux et conseils de la MRC de ces territoires, considérant que selon les promoteurs de ce projet et les intervenants gouvernementaux, ce projet de fabrication d'hydrogène vert vise à contribuer positivement à la décarbonation du Québec, considérant que les représentants de la MRC des Chenaux n'ont pas les compétences pour juger de la pertinence énergétique de la mise en place de ce projet, mais en reconnaissent l'importance d'un point de vue économique, considérant que le gouvernement du Québec a accordé au cours des dernières années des blocs d'énergie à des projets qui finalement ont très peu de chances de se réaliser. Pour ces motifs, il serait proposé appuyé par et résolu, donc d'appuyer le collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac des Chenaux, en demandant à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, de réattribuer des mégawatts initialement promis à divers projets à Test Canada dans le cadre du projet Mauricie et de transmettre la présente résolution à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie, ainsi qu'à Mme Sonia Lebel, députée de Champlain. Voilà. Fait que si ça vous convient. C'est M. Luc Pellerin et M. Hugo-Pierre Bellemare. Il y a une ville ici qui a pris ça. Il n'y avait pas de nouvelle. Comment? Il n'y avait pas de nouvelle MRC qui appuyait le collectif.
là-dedans. Il me semble que c'est Il y a la municipalité d'Hérouville. La municipalité d'Hérouville a effectivement appuyé. Bien, écoutez, on réaffirme une position qu'on avait déjà mentionnée lors de la conférence de presse dans laquelle on avait mentionné qu'on refusait d'attendre les délais. Donc, on refusait la position gouvernementale sur le règlement qui entourait l'implantation des éoliennes. Fait que pour nous, on est conséquent avec ce qu'on a toujours mentionné par rapport à ça. Fait que je pense que c'était... puis de réaffirmer ça par voie de résolution, ça laisse une trace quand même importante. C'est pas uniquement dit comme ça de part et d'autre, mais ça reste dans les livres, dans les procès-verbaux de la MRC finalement. Fait que, voilà. Merci. Bravo. Merci. Bravo! Dans la correspondance déposée au point A, Société d'habitation du Québec pour le programme Réno Région 2025-2028, on nous annonce la faramineuse somme de 40 300 $. Parce que le programme Réno Région vient en aide aux personnes qui sont plus vulnérables financièrement, vise à régler des problématiques liées aux maisons, donc à l'habitation. Fait qu'à 40 300 $ pour l'ensemble du territoire de la MRC, c'est vraiment des picadilles. Par contre, le gouvernement avait aboli complètement le programme, fait que qu'il y ait un petit retour dans ce sens-là, ben, c'est une bonne nouvelle, mais c'est définitivement pas assez, parce que ça vient en aide vraiment à des personnes vulnérables. Fait que on prend acte de ça. Et au point B, accès à l'entreprise Québec, reddition de compte 2024-2025. Donc voilà, c'est un... En fait, ce qu'on nous dit là-dedans, c'est qu'on reconnaît que dans l'accès à l'entreprise Québec, on a un montant de 196 795 qui sont des dépenses admissibles. Il y a un montant duquel il y a un montant résiduel de 3 205, mais ils considèrent qu'en tenant compte du fait qu'il y avait une avance qui avait été versée en 2020, il y aurait un montant de 73 070 $ qui demeurait inutilisé. Fait que donc, on devra rembourser au gouvernement du Québec pour l'accès à l'entreprise Québec. C'était pour des ressources humaines en lien avec le développement économique. Fait qu'on n'a pas nécessairement, on ne fait pas de la surembauche là, en tant que tel. Fait que on aime autant retourner ça. Il ne faut pas faire de la dilapidation de fonds publics. Là. Fait qu'on sera vigilant, par contre, lors d'une prochaine entente pour éviter, si on a des besoins particuliers en développement économique, c'est pour des salaires en tant que tel, bien, on pourra affecter ces montants-là pour être certain de ne pas retourner de sommes résiduelles. Ce n'est pas illégal, mais c'est immoral de retourner des fonds au gouvernement du Québec. Au point A, de point 12A, donc collecte des bacs noirs en période estivale, on a été interpellés en fait par certains citoyens dans certaines municipalités qui auraient peut-être souhaité avoir une collecte supplémentaire de vidange, particulièrement au mois de juillet, à cause notamment des déménagements. Il y a un volume plus grand peut-être de résidus. Cette année, on a regardé ce qu'on pouvait faire. C'est difficile de changer rapidement cet horaire-là. Donc, parce que c'est des besoins logistiques, on a du personnel, puis on optimise le personnel au niveau du transport en tant que tel, tant au niveau de la cueillette des vidanges que du transport des personnes. Fait que quand nos opérateurs de camions pour la collecte des déchets ne travaillent pas, bien, on peut les envoyer sur le transport des personnes, ils ont les compétences pour le faire. Fait que, on optimise comme ça. Fait que c'était vraiment, je pense qu'il y avait un gros problème de logistique de rajouter, puis il y a des coûts liés à ça. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va maintenir, on s'est dit qu'on est dans une année test cette année pour la cueillette donc des bacs noirs au mois. On va voir l'an prochain, peut-être qu'on va le considérer à l'automne d'avoir une cédule qui va être différente, puis on regardera peut-être pour le prévoir à ce moment-là de faire une double collecte uniquement dans le mois de juillet si le besoin se manifeste, puis que ça se confirme d'une certaine façon. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres éléments à rajouter par rapport à ça? Ça vous va? Est-ce que vous avez d'autres sujets à rajouter à cette rencontre-là? Sinon, on s'est rendu à la période de questions. Donc, encore une fois, si on va vous demander de vous lever, puis peut-être vous rapprocher peut-être le lutrin, là. Donc, oui, déplacer un petit peu là, pour... Monsieur Martin. Oui. Mardi soir dernier, le 10 juin, j'étais à Saint-Anne-de-Péral pour la présentation du projet d'adhésion de cette municipalité à la régie pornevoise de protection des incendies, qui regroupe Portneuf, Cap-Santé, Deschambault, Grondines, Sainte-Christine d'Auvergne.
ça m'a semblé très professionnel, puis tout ça, cette régie-là. On a eu l'impression que c'était joué l'adhésion de Sainte-Anne-de-Pérade à ce projet-là, mais plus tard, on a vu qu'il y avait un peu d'opposition dans la population. Puis M. Bellemare a promis de vous en parler. Je crois qu'il y avait tout de suite une rencontre avec le Conseil des maires le lendemain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que vous vous opposez à la volonté de Sainte-Anne-de-la-Pérade de s'en aller avec la régie de Port-Nevoise? Non, il n'y a pas d'opposition. Je pense que chacune des municipalités locales est libre de ses choix, de ses adhésions en tant que telles. Fait que nous, c'est sûr que c'est un élément qu'on déplore un petit peu de voir quitter, de devoir quitter le nid d'une certaine façon, mais on peut comprendre leurs arguments en tant que tels, mais on ne fait pas d'ingérence dans les choix locaux, donc d'adhésion ou pas. Peut-être un oui, puis la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade avait eu par le passé une rencontre avec le MRC aussi que le sujet avait pu être discuté. Et on ne voyait pas un plus-value de faire une rencontre avec la population, toute l'information est partagée entre la MRC et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mais effectivement, là, c'est une question de la municipalité qui prend la décision. Puis dites-moi, c'est quoi le portrait de la protection des incendies dans la MRC des Genoux? Parce que je pense que comme Mont-Carmel est relié avec Shawinigan, est-ce que Champlain est relié à Trois-Rivières? Puis tu sais... C'est une question qui est complexe. En fait, complexe? Oui, parce qu'en fait, c'est le schéma de couverture de risque incendie qu'on est en voie de compléter d'une certaine façon, qui devrait être adopté par le ministère de la Sécurité publique. Ouais. Et ça, ce schéma-là, il présuppose qu'on doit avoir des ententes avec nos voisins pour faire en sorte qu'à la base, c'est quel est le service d'incendie qui peut intervenir le plus rapidement dans le cadre d'un incendie ou une alarme incendie. Et c'est ce qui conditionne normalement les ententes. Puis je pense que Saint-Maurice, surtout dans une situation dans laquelle, à proximité, il y a des pompiers qui sont en caserne à Saint-Louis-de-France. Puis fait que là, il y a toute une question de disponibilité des ressources, de délai pour se rendre à la caserne qu'ils doivent prendre en considération. Mais c'est, en fin de compte, la base de tout ça, avec le nouveau schéma, c'est la proximité des casernes. Alors, donc, pour Saint-Maurice, c'est sûr qu'on est entièrement concerné par cette norme-là. Alors, ce qui fait que Trois-Rivières, par Saint-Louis-de-France, peut couvrir le territoire de Saint-Maurice pour, en fin de compte, il ne prend pas la place de Saint-Maurice dans le sens que notre service d'incendie continue. Là. Maintenant, c'est qu'on sait que, présentement, on fait appel à l'entraide automatique, et l'entraide automatique actuelle qui avait été établie, c'était d'un côté de Saint-Maurice, c'était Mont-Carmel, et de l'autre côté, la partie ouest, c'était Mont-Carmel, la partie est, c'était Saint-Narcisse. Maintenant, ça ne fonctionne plus selon les nouvelles règles au niveau du schéma, c'est que c'est de la proximité. Et donc, à ce moment-là, ça devient Trois-Rivières qui peut desservir, en fin de compte, Saint-Maurice avec le service de Saint-Maurice. Mais chacune des municipalités qui sont limitrophes avec un autre territoire doivent avoir des ententes d'entraide. Par exemple, Saint-Narcisse, par la cause de la 359, on devra avoir une entente avec Shawinigan qui vient desservir, qui peuvent intervenir peut-être sur certaines portions de territoire. Puis c'est toute cette organisation-là qu'on doit retravailler pour s'assurer que le niveau de formation de chacun des niveaux des services d'incendie est connu, puis est à peu près tous équivalents. Fait on a plusieurs éléments d'harmonisation, je vous dirais, puis d'amélioration encore, mais ce qui fait en sorte qu'on a quand même un plan de match ou un plan d'action qui est sur les prochaines années, qui va être quand même ambitieux, mais je pense qu'on peut y arriver d'une certaine façon. OK. Merci. Plaisir. Peut-être un complément, c'est que la direction d'incendie demeure de la municipalité même. C'est que Trois-Rivières devient l'entraide. Mais ça n'élimine pas, à la fin, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Narcisse dans notre cas. Parce qu'en deuxième appel, ce sont ces municipalités-là qui sont, encore une fois, plus proches de nous autres, une fois que Trois-Rivières est là. Ça va? M. Raton? Bonjour, M. Raton, Saint-Narcisse. J'aimerais savoir, depuis la dernière séance du Conseil ici, est-ce que vous avez eu des communications avec un ou l'autre des ministères concernant le schéma d'aménagement au sujet de l'implantation d'éoliennes? Vous connaissez ça? En fait, il y a eu une correspondance suite à notre prise de position. Vous vous souvenez que c'est le ministère de l'Économie qui pose un petit peu plus d'embûches.
Et on prévoit une rencontre en juillet pour rediscuter avec eux. Il semblerait qu'ils seraient prêts à assouplir leur position, pas la nôtre, suite à, dans le fond, à notre position publique que nous, on ne bougerait pas sur certains points. Donc, ils veulent nous rencontrer fonctionnaires là, pour le moment, pour discuter de ça. Il n'y a pas de date de rencontre encore de prévue. C'est sûr que le départ de Danny, qui est un peu responsable du dossier, a retardé un petit peu, mais l'arrivée de Sébastien qui reprend la direction, on veut tenter de peut-être faire une rencontre en juillet. Puis après ça, comme à l'habitude, on vous tient informé de la suite des choses. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça depuis le dernier mois. Vous prévoyez que cette rencontre-là sera faite avec les gens du ministère, je ne sais pas le bon nom, là, de l'industrie, ou encore avec l'ensemble des gens qui s'étaient présentés ici? Selon le peu que j'en sais, ça serait principalement avec le MAPAC et le ministère de l'Économie, qui sont les deux ministères principaux là, dans la réflexion et la rédaction finale du règlement. Mais je présume que le MAMACH sera aussi Oui, le là, parce MAPAC que est toujours là. le ministère des Affaires municipales, c'est lui qui coordonne un petit peu Oui, bon. les communications des différents ministères. Fait que je présume qu'il... Oui, le MAMACH est toujours là parce que c'est leur mandat de coordonner peu importe le type de règlement. Ils sont toujours présents. Mais c'est devrait être ces trois ministères-là qui devraient être plus impliqués pour la suite des choses. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a eu du développement concernant l'enfouissement possible des fils électriques dans des emprises sur le bord des routes sous la responsabilité du ministère des Transports et celles sous la responsabilité des municipalités? Je sais que la dernière fois, vous avez donné partiellement d'informations. Est-ce qu'il y a eu d'autres recherches de fait depuis? Pas de mon côté. Là. Nous non plus, honnêtement, c'est pas clair. En fait, les routes locales sont de propriété municipale. Les emprises de routes locales sont de propriété municipale. Les routes du ministère, ça appartient au ministère. C'est eux autres à régler ces éléments-là de passage des routes. Mais il n'y a pas eu aucune discussion ni recherche de notre côté. Là. Je pense que si jamais il y avait des routes de nos territoires qui sont impactées, des routes locales, ça fera l'objet d'une négociation particulière, spécifique, au cas par cas, avec les représentants de l'industrie, si on va de l'avant. J'avais cru comprendre la dernière fois que l'information que vous aviez recueillie jusqu'à ce moment-là était partielle et que les recherches légales se faisaient toujours, à savoir si En fait, comme M. Veillette disait, quand c'est une route locale, c'est la municipalité locale qui peut légiférer. Donc ça, là-dessus, c'est assez clair. Donc, exemple, une municipalité qui ne souhaiterait pas qu'il y ait d'enfouissement de fil peut l'interdire. Ça, c'est tout ce qui est route publique numérotée que là, c'est pas clair, puis qu'il y a le pouvoir de légiférer là-dessus. Est-ce que c'est l'MTQ? C'est cet endroit-là qu'on n'a pas de réponse précise encore. Mais localement, c'est clair. C'est la municipalité locale de d'ici. D'accord, merci. Quelqu'un avait, peut-être en complément, quelqu'un avait mentionné que, étant donné qu'il pouvait avoir, dans le cadre du projet de test Mauricie, vente d'électricité à Hydro-Québec des surplus, que ça pouvait s'apparenter à un service public au même titre que Hydro-Québec ou Énercycle ou dans les compagnies de câbles, ces affaires-là. Ce qui n'est pas le cas. Ça, moi, j'ai vérifié auprès des gens d'Hydro-Québec, puis Hydro-Québec considère que ce n'est pas un projet public, c'est un projet privé. Puis à ce titre-là, ils ont dit, nous, on est prêt à l'écrire, puis à le... Fait que j'ai fait des vérifications là-dessus. C'est un projet privé. Il n'y aurait pas de passe-droit, donc que Test Mauricie pourrait avoir pour dire, ben je peux passer sur vos routes, même si je répare et tout ça. Il y a d'autres conditions qui vont être négociées avant de donner l'autorisation pour ça. Croyez-vous que l'imposition de la nouvelle loi qui a été acceptée sous Vaillon viendrait changer des choses dans cet article-là? Honnêtement, je n'ai pas tout le détail de ces éléments qui peuvent impacter, mais à mon avis, non. Parce que, tu sais, là, on est quand même propriétaire foncier de l'assiette de rue. Fait que je pense pas que quelqu'un peut s'imposer sur un terrain qui appartient à une municipalité, à moins qu'il y ait un décret qui se fasse et qui nous oblige. Mais je trouve que ça serait vraiment surprenant comme position. Honnêtement, on dénoncerait ça très haut et très fort. Merci de l'entendre. Merci. Ça fait plaisir. M. Baudouin? Baudouin, c'est Geneviève de Vatican. On lisait cette semaine Éric Blouin, le maire de Mépinac,
écrivait que le maire de Saint-Dec, dans l'université de Mekinac, écrivait qu'à Saint-Adelphe, il y avait de la place pour 760 éoliennes, selon un barème de calcul qu'il faisait. Il y en auront 44, il y en auront 70 si on fait un cercle à partir du cœur de Saint-Adelphe, puis on fait 10 km, ça en fait 70. Mais lui, il dit que juste sur Saint-Adelphe, il y aurait cette possibilité-là. Quand on examine la réciprocité, l'impact des éoliennes d'ailleurs sur des municipalités. Alors, à titre d'exemple, Saint-Prosper dit, nous, on n'en veut pas d'éoliennes chez nous. Mais les éoliennes de Saint-Adelphe, la réciprocité vient empiéter sur ma mémoire, je dirais, il me semble que c'est 21 terres, à peu près, qui seraient impactées du côté de Saint-Prosper. Du côté de Saint-Narcisse, les éoliennes de Saint-Séverin viennent impacter un certain nombre de terres. Il me semble que c'est aussi une quinzaine de terres, à peu près du côté de Saint-Narcisse. Et c'est la même chose pour Saint-Stanislas également, où là, il y a des terres qui sont impactées par les éoliennes de la MRC de Mekinac. On avait évoqué à un moment donné l'idée que est-ce qu'il pouvait y avoir une espèce de corridor le long des limites municipales pour faire en sorte que la municipalité, que les gens des municipalités voisines ne soient pas impactés par les décisions qui soient prises dans l'autre municipalité, considérant qu'on ne peut pas voter au référendum de zone, par exemple, si moi, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, je ne peux pas voter pour ce qui se passerait à Saint-Luc-de-Vincennes, etc. Bon, alors ça, mais entre les MRC, c'est la même chose. Est-ce que la MRC des Chenaux pourrait envisager d'examiner une résolution, compte tenu qu'elle n'a aucun pouvoir légal d'intervenir sur Mekinac, mais elle a au moins le pouvoir de lever le drapeau rouge vis-à-vis de Mekinac, puis dire à Mekinac, il faut bien attention, les décisions que tu es en train de prendre, ça vient impacter notre monde, nous autres, sur des Chenaux. Fait qu'arrange-toi pour prendre des décisions qui ne viennent pas nous impacter. C'est sûr que quand c'est une résolution, ça reste une espèce de vœu pieux, mais c'est un avis formel qui est donné à ce moment-là par une MRC à Savoisien qui risque d'avoir une orientation différente. Alors, il a fallu que je la formule sous forme de question, je l'ai pas fait. Mais est-ce que c'est quelque chose qui sera envisageable par la MRC? Il faudra qu'on en discute. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de mécanisme au niveau de la loi qui nous permette d'intervenir sur le territoire de l'autre MRC. À ma connaissance, non. Effectivement, j'ai vérifié, puis Mekinac est souverain comme des choses arrivent, fait qu'on ne peut pas le faire de façon légale, politiquement. Mais politiquement, ça peut se faire effectivement une résolution qui dit, hey, là, tu viens jouer dans nos plates-bandes, tu viens jouer dans les plates-bandes de nos citoyens, puis ça, on n'aime pas bien ça. Je comprends le point, c'est ça. Il faudrait voir comment, est-ce qu'on peut aller de l'avant là-dedans, est-ce qu'on doit écrire quelque chose. Je pense qu'on va en discuter avec les membres du conseil, on va prendre de bonnes notes de ça. S'il y a une intervention à faire, on posera certainement ce geste-là, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci pour la question. Monsieur? Allez vous faire du Batiscan. Oui, monsieur Bouffard. Au sujet des bacs noirs. Oui. Oui, ça avait été posé. La question a été posée au conseil, mais on n'était pas limité à une deuxième cueillette. OK, on parlait de 2 cueillettes par mois. Oui, OK, ça va. Puis M. Fortin nous expliquait que c'était coûteux et compliqué. Ce qu'on suggérait, c'était des bacs, des conteneurs. OK, uniquement pour cette période-là. OK, pour la période de chaleur. C'est pas parce que, à cause des déménagements, quoi que ce soit, il fait chaud, ça pue. OK, une fois par mois, le conteneur, là, c'est pas drôle. Ce qu'on suggérait, c'était des gros conteneurs, soit au garage municipal, soit au centre communautaire. La municipalité en a un. Leurs vidanges, eux autres, là, des poubelles municipales, les vides à toutes les semaines, ils vont les mener dans un conteneur, qu'on n'a pas le droit d'aller. Moi, je disais, écoutez, mettez-en 1 ou 2 de plus, et ramassez-les en même temps pour le surplus. Ça ne fait pas une cueillette supplémentaire. OK? Puis ça se fait en même temps. C'est de la proposition qu'on a faite. Moi, ce qu'on m'a donné comme réponse, c'est tout simplement, vous pouvez vous acheter un autre bac noir. Mais pour la senteur, je ne vois pas la différence entre 2 bacs et un bac. Je ne pense pas que ça réduit. En théorie, avec le compostage puis le recyclage,
il n'est pas censé avoir de putrescible puis d'éléments qui causent des odeurs dans le bac noir, en théorie. Oui. Si les gens font vraiment le tri, honnêtement, là, je pense que là-dessus, il y a de l'éducation à faire. Il y a des gens qui sont un petit peu rébarbatifs à cette question-là de dire que j'utilise le bac brun. Mais quand on le fait honnêtement, on ne devrait pas avoir, ce sont uniquement que des matières sèches qui se retrouvent à l'intérieur du bac noir. Je comprends que c'est pas tout à fait ça, sauf que aussi l'autre élément que j'apportais lors de la réunion du conseil, c'est qu'à un moment donné, vous risquez d'avoir une contamination de vos bacs bruns, vos bacs noirs. Parce que, comme vous dites, on n'est pas tous écologiquement égales, OK, dans notre pensée. Il y en a qui ne laisseront pas sentir ça. Ça va aller dans le bac brun, lui, ça, il part à tous les semaines. OK? Ça fait qu'à un moment donné, il y a un risque de contamination, soit du compostage, soit de la récupération, parce que les vidanges sont passées vite. C'est ça pour la période d'été. C'est pour ça que j'arrivais juste simplement d'ajouter quelques gros conteneurs. Je ne parle pas des conteneurs de 45 kg, je parle de ce qui se ramasse devant des camions et qui donnent de l'air. OK, c'est le même camion. C'était tout simplement d'en rajouter quelques-uns pour la période de, moi je parlais de juillet, août, parce qu'il fait chaud. OK, puis il va faire très chaud, on le voit. C'était simplement pour cette période-là. Ça n'a pas une deuxième cueillette. M. Fortin nous a expliqué la deuxième cueillette, on a très bien compris. Je voudrais préciser que le bac que nous avons au centre communautaire, c'est un contrat privé. La MRC ne fait pas cette collecte-là. C'est un entrepreneur privé qui donne ce contrat-là. Ben oui, OK, d'accord. Mais est-ce que ça serait une possibilité? On ne m'a jamais parlé du conteneur, il a fallu que je le découvre moi-même. OK, est-ce que ça serait une possibilité? Il n'y aura pas plus de cueillettes. Je ne pense pas que ça prenne plus de temps. Mais ça serait une solution. Pour les conteneurs, malheureusement, nous, on n'est pas équipés en termes d'équipement. On ne ramasse pas de conteneurs, aucun conteneur dans la MRC. Nous, c'est seulement des bras hydrauliques là, pour les bacs. Okay. Tout ce qui est conteneur dans la MRC, c'est des contrats privés, soit des entreprises ou des municipalités. L'aspect conteneur, ce sera, à mon avis, à chacune des municipalités locales de décider. La MRC, nous, on ne peut pas. En fin de compte, on va te demander à mon conseil municipal s'il ne pourra pas rajouter une coupe de conteneur et s'arranger avec le gars qui ramasse. Ça serait la façon de faire. C'est pas, nous, on ne prendra pas en charge, justement, la levée de conteneurs alors qu'on n'a pas les équipements pour le faire. Okay. Je pense qu'on ne peut pas aller là pour tout de suite, mais c'est une décision municipale à ce moment-là. Parce que généralement, les gros conteneurs, c'est les industries, les commerces et les institutions qui doivent se donner ces conteneurs-là. Ils sont libres là, à ce moment-là. On accepte quand même que certains commerces là, qui ont un nombre limité de poubelles et de bacs de recyclage puissent les mettre au chemin sans avoir un gros conteneur, parce qu'on comprend qu'il y a des fois des questions d'espace et des questions de coût qui sont liées à ça. Parce que je ne crois pas que la solution, c'est d'avoir plus de bacs noirs. Okay, ça ne donne rien d'avoir 2, 3 bacs noirs devant chez nous, parce que peu importe. Non? Mais je pense que la solution, ce serait peut-être pour une période, pour les municipalités. Je comprends que la MRC ne peut pas le faire, mais écoute, on lance la balle à la municipalité, on s'en présente là, et on fait ça. Parfait. C'est la bonne stratégie. Merci. Oui, madame? Oui, Joanne Tremblay, Saint-Prosper. Alors, je veux juste prendre quelques minutes de votre temps. Au nom du comité local Protégeons notre montagne, je sais que vous êtes tous et toutes au courant de la résolution qui a été adoptée par le conseil municipal de Saint-Prosper qui disait, je ne lirai pas tous les considérants, que le conseil municipal faisait connaître à la communauté de Saint-Prosper ainsi qu'à la compagnie Test Canada qu'ils étaient contre l'implantation d'éoliennes sur le territoire de Saint-Prosper. Alors, la raison pour laquelle j'interviens, c'est pour vous parler un peu, parce qu'on entend tout le temps dire les comptes, puis les chicanes, puis ici, puis les autres, que toute cette démarche-là, depuis 1 an et demi, a été faite lors des rencontres du conseil municipal, des questions, des réponses. Les citoyens sont informés, se sont éduqués, ont commenté du côté du conseil municipal, ça a été la même chose, pour arriver
à se rendre compte qu'effectivement, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour le projet et adopter cette résolution-là. Alors moi, je voulais juste dire que ça ne s'est pas fait ni dans la chicane, ni dans la confrontation, mais dans la communication. Puis je trouve que c'est un exemple important de respect de la démocratie au niveau municipal. Puis je voulais souligner la part de Mme Bédard dans le déroulement de tout ça, puis dans la finalité aussi, puis que les citoyens étaient super contents quand la municipalité a adopté cette résolution-là. Alors, j'invite peut-être les maires des autres municipalités qui ne l'ont pas fait encore de peut-être s'interroger, puis voir s'il n'y aurait pas possibilité aussi de voir à ce que la démocratie municipale soit respectée. Alors voilà. Est-ce que vous aviez une question, Mme Tremblay? Parce que c'est souvent Ma question. C'est pas nécessaire, mais si vous en avez... Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que donc une municipalité qui trouve que notre démarche, puis c'est vrai, là, c'est pas fantaisiste, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui trouvent que la démarche qu'on a faite, comme ça s'est fait aussi, je pense, à Saint-Stan, que c'est vrai que c'est le respect de la démocratie? C'est le choix que vous avez fait, en tout cas, s'il y en a qui veulent prendre la parole, ils pourront le prendre. C'est le choix que les citoyens de Saint-Prosper et le conseil de Saint-Prosper ont pris par rapport à ce projet-là. On va respecter ça, puis ça a été communiqué aux gens de Test-Mauricie, puis c'est bien correct comme ça. Mais à ce stade, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, M. Hull? Bien, comme je l'ai mentionné à la journaliste de Novo, pour ceux qui écoutent les nouvelles, bien, Saint-Luc de Vincennes, c'est des propos, vous le savez déjà, on a un comité citoyen éolien qui fonctionne très bien. Puis, c'est une voie démocratique qu'on a décidé de prendre, de laisser les gens, la population, faire des recommandations au conseil municipal. On en prendra bonne note quand tout leur travail sera complété. Fait que, pour l'instant, nous autres, c'est cette voie-là qu'on a prise. Je respecte celle de Saint-Prosper, celle de Saint-Maurice, celle de Saint-Stanislas. Nous autres, c'est là. On est rendu là dans nos démarches. Si eux autres, ils ont pris des voies peut-être plus rapides ou différentes, je respecte ça aussi. M. Bruno? À Saint-Maurice, vous avez entendu ou lu quelque part, en fait, donc, la procédure que l'on va suivre, c'est celui d'un référendum. Alors, on avait promis au départ qu'on ne se limiterait pas à simplement des personnes qui auront accès au vote par les zones, mais que l'ensemble de la population sera appelée à se prononcer d'une façon confidentielle, parce que c'est une élection, c'est un référendum. Alors, les gens qui sont favorables pourront venir voter, les gens qui ne sont pas favorables pourront venir voter sans que le voisin sache pour qui tu as voté. Alors, ça, c'est de la démocratie pure et simple. Et aussi, ça va nous permettre à nous d'avoir, en fin de compte, un niveau qui, en fin de compte, ne peut pas être plus sérieux que ça, c'est que c'est le niveau de l'acceptabilité sociale. Alors, ce résultat-là sera connu à tous ceux et celles qui voudront un jour, en fin de compte, non seulement Test Canada, mais aussi, parce que la démarche ne vise pas nécessairement seulement Test Canada, ça vise l'implantation des éoliennes dans le secteur agricole. Alors, c'est ça que ça vise. Alors, donc, à ce moment-là, peu importe que ce soit le gouvernement, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit Test Canada ou ABC Limité, ça, en fin de compte, ça va démontrer à ces gens-là, voilà, d'une façon officielle, l'acceptabilité sociale de Saint-Maurice. Ils en veulent ou ils n'en veulent pas? Et à quel niveau, à quel pourcentage que ça va se statuer? Et là, évidemment, ça ne sera pas suivi d'une résolution dans ce sens-là, mais le résultat va être connu de la part de l'entreprise qui présentement est là, qui s'appelle Test Canada, et il en fera, en fin de compte, lui-même sa réflexion, son analyse, et que la poursuite du règlement au niveau du schéma, en descendant jusqu'au règlement de zonage, eh bien, ça va donner un signal très clair à l'effet que l'orientation que la population va reconnaître à l'intérieur d'un référendum, ça va se traduire probablement au niveau également
de l'acceptabilité des zones. Donc, c'est quelque chose qui, maintenant, permet à toute la population de se prononcer. C'est dans ce sens-là. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Ça va? Merci. Je peux-tu juste quelques instants, juste pour dire que oui, la résolution du Conseil de Saint-Prosper, mais là, tout au long des échanges qu'il y a eu, j'ai toujours dit que moi, je n'étais pas là pour commenter les décisions des autres municipalités. Chacun est libre. Moi, j'ai travaillé pour Saint-Prosper. J'ai toujours dit que je ne travaillais pas pour Tess, je ne travaillais pas contre Tess. Ça a toujours été clair. J'ai appelé monsieur Gauthier le lendemain. C'est une conversation très respectueuse. Je ne peux pas lui taper dessus, dire qu'il m'a crié après, c'est pas vrai. Il a compris que l'acceptabilité sociale n'était vraiment pas chez nous. Alors, c'est la décision que nous avons prise, puis il va la respecter. Merci. Merci. Bravo. M. Guilbert. Jean-Hubert Saint-Maurice. Monsieur Bruno, vous avez dit que ce serait une question très simple, très claire pour le bénéfice de tous. Pourriez-vous nous dire ce sera laquelle, la question du référendum? Alors, ça va être très clair et très court. C'est que, êtes-vous favorable à l'implantation d'éoliennes sur le territoire agricole de Saint-Maurice? Oui ou non? Bravo. On ne peut pas avoir un préambule seulement pour que le monde qui va lire ça, vont dire que je comprends rien. Comme c'est passé dans des référendums précédents. Voilà. Alors, la question est claire, elle est courte, t'es favorable ou défavorable? C'est parce qu'il faut faire attention quand on dit dans la précision sur le territoire agricole, parce qu'il y a des gens qui pensent au niveau de l'UPA, quand on parle de l'agricole, on pense au cultivé. Alors que dans la loi de la protection du territoire agricole, c'est l'ensemble du territoire. C'est le territoire agricole. Cultivé ou forestier. C'est le territoire agricole. Donc, il faut que le votant sache que quand on parle d'agricole, c'est l'ensemble du territoire, pas juste la partie forestière. Il faut reconnaître une chose, une municipalité est partagée entre une zone blanche et une zone verte. Ouais. Alors, donc, dans la zone verte, c'est ça que ça vise. La zone blanche, on n'en parle pas parce que de toute façon, il faut faire mal. Pardon? Permettez, le territoire Rampe-Rousseau, le territoire agricole tel que décrit à la loi de protection du territoire agricole. Ça va? Autre intervention? Autre question? Alors, si c'est complet, oui, Propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Christian Fortin propose la levée de l'Assemblée. La bière, on va la bière toujours mettre chez nous, alors vous êtes invité à la boire. Il y a des décisions, on va avoir une bière qui va s'appeler toujours mettre chez nous. Bientôt, Ah oui? je vous invite à en boire. Ah, très bon. Bon, ben, Faites assez Stanislas. d'accord, d'accord. Fait que je vous rappelle qu'au mois de juillet, vous êtes en congé. Vous avez congé pour le mois de juillet. Fait qu'on se retrouve à la 3e semaine du mois d'août. Bonnes vacances tout le monde. Bonnes vacances.